Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition du Balado sur le pouce carré, édition estivale. Oui. Alors, on retrouve Rose et Anne-Marie et on est avec vous aujourd'hui pour un balado discussion, un peu comme le dernier qu'on a fait. Donc, on veut parler de livres, échanger sur les livres et la thématique qu'on a choisie en ce mois de juillet, c'est le voyage parce que là, les vacances ont commencé. L'école est finie, normalement. Plusieurs d'entre nous ont des petites escapades de prévues pendant l'été. Ça peut être des escapades d'une journée, comme ça peut être des escapades d'un mois, ça dépend des gens. Et on s'est dit, la lecture, la littérature, dans tout ça, au travers du voyage, alors c'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Puis, pour commencer, on a fait une espèce de tempête d'idées là, sur toutes les associations qu'on pouvait faire entre le voyage et les livres. Fait qu'on a commencé par penser à voyager grâce aux livres. Oui. Donc, des livres qui nous permettent de s'évader, de voyager sans, mettons, sortir de notre sofa. Un livre qui nous raconte un voyage. Ensuite, on a pensé à quoi? On a pensé à des livres qui racontent des voyages que les gens ont fait, des récits de voyage. Est-ce que tu y en as, toi aussi, à quoi tu avais pensé dans ce sujet-là? Est-ce que tu avais des idées qui mélangeaient livres et voyage? Oui, des livres qui donnent envie de voyager, des belles descriptions qui donnent envie de se rendre, de littéralement entrer dans les pages. Oui, puis c'est des vases communicants. Oui. Hein, ça peut être un récit de voyage qui nous donne envie de voyager, donc ça peut tout à fait se mélanger. Puis dans la même veine aussi, des livres pour préparer nos voyages, pour se mettre dans l'ambiance, aussi pour donner hâte. Ah oui, ça, on peut penser aux documentaires pour préparer un voyage. Je pense, tu sais, pour les enfants, la collection sur les régions du Québec d'Émilie Rivard aux éditions Québec-Amérique. Il y en a un, entre autres, moi, je m'en vais dans Charlevoix cet été, donc il y en a un sur la région de Charlevoix. Bon, tu peux lire ça, là, tu apprends à connaître un peu sur la population, la végétation, la faune. Il y a des collections comme ça, mais il y a des romans aussi. Il y a des séries de romans qui peuvent nous permettre de voyager. J'ai lu récemment dans ce genre-là, aux éditions de La Courte Échelle, dans la collection noire. Ah, la fameuse collection noire! L'album, pas l'album, mais le roman 1000 morts de François Gravel et Martine Latulippe, qui se passe à Rimouski et qui aborde la thématique de l'Empress of Ireland, le bateau qui a fait naufrage au large de Rimouski 2 ans après le Titanic. Je pense qu'on est en 1914, si mon souvenir est bon. Un événement de notre fleuve qui est un peu moins connu, mais quand on s'en va dans cette région-là, là, on peut aller visiter le musée de l'Empress of Ireland, donc on peut aller visiter la région, on peut savoir ce qui est arrivé. C'est une histoire de fiction, mais qui intègre beaucoup de faits réels. Donc, ça peut être des ouvrages, effectivement, qui nous permettent de planifier un peu dans la même veine, là. Je ne sais pas si tu as vu passer ça récemment aux éditions Grund Québec. 30 faits troublants sur le Saint-Laurent, aussi de Martine Latulippe, mais cette fois-ci illustré par Fabrice Boulanger. Il est écrit 30 faits étonnants, mais c'est comme 60 faits étonnants. Il y a plein d'affaires étonnantes. Documentaires sous forme de tout petits textes, des petites sections qui nous parlent d'éléments qui sont arrivés, qui sont troublants, qui sont étranges, qui sont mystérieux, arrivés dans le Saint-Laurent. On sait que Martine Latulippe aime beaucoup les contes et légendes. Oui. Donc c'est sûr qu'on est teinté un peu des contes et légendes. On pourrait penser aussi, pour préparer un voyage, là, moi j'aime les romans d'horreur. On en a déjà parlé, mais toute la collection des légendes terrifiantes d'ici. Oui. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé sur Charlevoix. Ah, pas vrai? Pas encore. Est-ce qu'il y a des contes et légendes de Charlevoix? Faudrait peut-être que je me renseigne. Alors, on peut planifier notre voyage autant d'un point de vue ce que je vais faire, les activités, mais aussi connaître la région, connaître les gens, connaître l'histoire du lieu où on s'en va. Fait que ça peut être un autre lien qu'on va faire entre le livre et le voyage. Ah, moi, je pensais aussi à des livres qu'on a achetés ou qu'on a lus en voyage. C'est des beaux souvenirs, ça. Ça, c'est des beaux souvenirs. En as-tu de ce côté-là? Des livres que j'ai achetés en voyage, laisse-moi penser.
je sais pas si j'espère que tu t'en souviens, mais je suis allée à Paris l'année passée. Je t'avais ramené un album de Oui! Balzac que j'étais allée visiter. Mistigris. Ouais, que j'étais Oui. allée visiter la maison, en fait, de l'auteur. Puis bon, il y avait évidemment qu'il y avait une petite boutique à la fin du musée, mais un album qui raconte un peu l'histoire de Balzac à travers... c'est un album pour enfants, là, donc à travers un chat. Je trouve que ça fait des beaux souvenirs à ramener aux gens aussi, mais pour nous aussi. Quand je suis allée, il y a quelques années, je suis allée en Nouvelle-Orléans. OK. En voyage avec ma famille et je m'étais acheté un roman. Puis là, je suis en train de me raconter, puis je me dis que je ne l'ai jamais lu, en fait. Fait que, il faudrait que je m'y mette. Mais un roman qui se passe, il y a Royal Street, qui est une rue qui est très, très connue dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Puis un roman un peu de mystère, un peu historique qui se passe là-bas, que j'avais acheté dans une super belle librairie, une petite librairie indépendante très mignonne qu'on avait visitée. Puis il faudrait que je le lise. Ben, maison, ça Mais serait... j'aime bien ce genre de concept-là où est-ce que, ben, justement, on a un livre qui se passe dans un endroit où est-ce qu'on est allé, donc on lit, puis on peut se souvenir, on a les photos aussi dans notre tête de si on mentionne un monument ou quelque chose, on l'a déjà vu, donc on peut s'imaginer, ah oui, je me souviens quand j'étais là. Je trouve que c'est une bonne manière de prolonger le voyage, puis de se replonger dans ses souvenirs aussi. Même, il y a des livres qu'on peut lire des fois avant de partir, puis en revenant. Oui. Parce que là, avant de partir, tu as imaginé le lieu, puis en revenant, tu reconnais ce qui est raconté. On en fait une lecture différente. Oui, vraiment. J'avais fait ça avec le roman L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, pardon, qui se passe à Barcelone. Je l'avais lu avant d'aller, puis en revenant de Barcelone. Je l'avais relu, puis là, les lieux. Ah oui, je suis allée à cet endroit-là. Mais tu parlais de la Nouvelle-Orléans, là, je me suis levée pendant que tu parlais, parce qu'il y a aussi, chez La Montagne Secrète, dans la collection Nous sommes les opossums musiciens, Parti pour la gloire à la Nouvelle-Orléans. Puis là, ben, on découvre par l'album comme de bande dessinée. C'est un album un peu hybride entre l'album et la bande dessinée. Mais par la musique aussi, on va découvrir la Nouvelle-Orléans. Donc, des fois, une petite recherche pour voir un peu ce qui existe sur l'endroit, la région où on veut aller, ça peut nous permettre de faire vraiment des belles découvertes. Même ce matin, en préparation du balado, j'ai regardé pour Charlevoix, puis j'ai trouvé sur le site touristique de la région de Charlevoix des suggestions de lecture. Ah, pour vrai? Oui, c'était chouette. C'était vraiment chouette. C'était surtout des livres qui étaient destinés aux adultes. OK. Mais en faisant des petites recherches, des fois, on peut trouver aussi pour les enfants, pour se préparer. Oui, des fois aussi trouver des auteurs locaux. Oui, c'est vrai. Puis aller lire qu'est-ce qu'ils font. Puis ça peut être chouette de lire justement, tel auteur vient de Charlevoix, ben on peut lire son livre pendant qu'on est là. Ça peut être bien aussi. Oui, vraiment. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait mon université en littérature, j'ai fait un cours sur Marguerite Duras. Puis je suis tombée complètement folle de Marguerite Duras. Puis même mes amis à l'époque étaient tannés de m'entendre parler de Marguerite Duras. Mais je suis allée en voyage en Normandie. Puis je suis allée visiter sa maison à Étretat, les Roches-Noires. Ben, visiter sa maison, regarder dehors, là. Je me rappelle d'être allée là, puis là, je cherchais où avait été sa maison, puis là, je trouvais rien, puis là, j'étais déçue, puis là, à la dernière seconde, je me retourne et je vois ici habiter Marguerite Duras. Et pendant ce voyage-là, dans une bouquinerie à Paris, j'avais acheté Un barrage contre le Pacifique. Puis là, j'étais à Paris, puis je lisais Marguerite Duras. Ça a été vraiment là, un moment marquant. Puis ça fait partie des livres, je me dis, il faudrait que je relise. Oui. Je pense pas que je serais déçue. Tu sais, des fois, on est déçu quand on lit des livres qu'on a aimés. Mais là, Duras, je pense que je serais pas déçue. Ton anecdote, ça me fait penser, je reviens encore quand j'étais à Paris l'été passé, je me souviens que, on a Notre-Dame qui venait tout juste de réouvrir, puis je me souviens que le matin, j'étais allée visiter Notre-Dame, puis juste après, je suis allée dans une petite librairie. Puis là, j'entre dans la librairie, puis on entend les cloches de Notre-Dame sonner. Et là, je me dis, il faut que je m'achète un exemplaire de Notre-Dame de Victor Hugo. Je peux pas partir. Fait que je me suis acheté une édition de ce livre-là pendant que les cloches de Notre-Dame sonnaient. J'étais genre, c'est trop parfait comme moment. Ça aussi, c'est vraiment... Puis la librairie, à la caisse, il y avait un étampe qui pouvait mettre dans ton livre avec le nom de la librairie. Ça fait un super beau souvenir aussi, ça, c'est vraiment chouette. Ben, tu vois, quand j'étais allée, ça fait plusieurs années, là, quand je suis allée en Normandie, c'est le même voyage, je me suis acheté un grand livre sur la Normandie avec des photos. Oui. Puis je me rappelle quand j'ai connu France, tu sais, elle était comme...
c'est un peu plate ton livre. C'est un peu quétaine, là. C'est toutes des photos de. J'étais comme, non, mais tu comprends pas. Ben oui. C'est le voyage que j'ai fait en Normandie. Tu sais, fait que je pense qu'il y a des livres, des fois, que peu importe ce que les autres vont penser, pour nous, ça a une signification. Oui, ça a été acheté à tel endroit, dans tel contexte. Je me Mhm. rappelle, j'ai trouvé ça dur, ce voyage-là. C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais toute seule. Longtemps, sans proche. Tu sais, j'étais partie toute seule en autonomie. Je suis allée rejoindre des gens que je connaissais, mais il y a des moments où j'étais seule. Puis comme tu vois des choses extraordinaires, tu visites, je sais pas, le Mont-Saint-Michel, tu rentres à l'auberge de jeunesse après. Ouais. Ah, ben c'était très beau. Mais tu sais, t'avais personne à qui le raconter. Puis à l'époque, fallait que tu écrives un courriel pour pouvoir raconter ce que tu avais vécu. Ouais, fait que fallait tu faisais pas FaceTime, là. Non! Fallait aller dans un café Internet. Payer pour avoir Internet dans un café Internet. Tu sais, fait que c'était autre chose. Fait qu'il fallait que tu rentres en communication avec les gens. Tu sais, fallait que tu rencontres du monde à l'auberge de jeunesse. Sinon, c'était un peu plate, tu sais. Fait que c'est ça, à cause de ça, ce livre-là, pour moi, il y a une signification. On a fait du ménage dans nos livres en fin de semaine parce qu'on avait des travaux à faire dans la maison. Puis c'est sûr que ce livre-là, je le garde. Ben oui. Pour toujours. Ben oui, c'est un souvenir de voyage aussi, au même titre que tu t'achètes un aimant que tu mets sur ton frigo, là. Oui, exactement. Ça fait partie des souvenirs. Puis je pense bien que j'avais acheté sur usagé aussi. Il y avait des bouquinistes sur le bord de la Seine. Oui. Fait que le livre peut être présent comme un rêve au voyage, tu sais, comme pour rêver un voyage. Ça peut être présent pour préparer un voyage. Il peut être présent pendant le voyage. Le livre peut nous amener aussi à voyager dans d'autres univers. Fait que là, on pourrait parler de toutes les littératures de l'imaginaire qui nous font voyager dans l'espace, autant dans le roman que le documentaire, la BD, tout ça, voyager dans le temps, le livre historique. C'est vrai. C'est tout un voyage, le livre historique aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Dans les endroits imaginaires aussi, avec le fantastique. Les endroits où on ne peut pas aller. Les endroits inaccessibles. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup disons, de façons de penser ce sujet-là. Si toi, je te dis livre et voyage, c'est quoi la première chose qui te vient en tête? Moi, c'est quand j'étais plus jeune, on passait nos vacances d'été à Ogunquit, dans le Maine, en famille. Et je me souviens qu'avant qu'on parte, à chaque fois, j'allais m'acheter des nouvelles éditions de Archie. Puis je lisais mes BD, Archie sur la plage. Puis je me souviens, c'était des éditions qui venaient en paquet de 3. OK. Oui. Puis c'était... Je me souviens pas si c'était des suites. Mais en tout cas, c'était comme des recueils. Il y avait comme plus qu'une histoire dans chaque livre. Puis là, il y en avait 3 livres. Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de contenu à lire. Fait que je pouvais apporter ça sur la plage. Puis j'en avais pour une couple de jours là, à passer à travers. Donc, ça, c'est... Puis c'est des livres que je lisais que à la plage. Je lisais pas les Archis même pendant l'été à la maison. Pas pendant l'hiver non plus. C'était vraiment mes lectures de plage que j'associe vraiment à ça. Et Le Royaume de Lénacie aussi, de Prisca Poirier, qui est une série qui date un petit peu, mais tout récemment, il y a comme peut-être 2 ans, si je ne me trompe pas, Prisca Poirier a réécrit une suite, je crois, en 4 tomes, qui est comme un peu 5 ans plus tard ou quelques années plus tard. Elle a repris les personnages où est-ce qu'elle les avait laissés. Fait que du renouveau, ça c'est intéressant aussi de reprendre une série qui a terminé quand même longtemps. Puis là, le personnage a grandi aussi, donc a grandi en même temps que ses lecteurs. Fait que si on a un petit côté nostalgique, où est-ce qu'on lisait Le Royaume de Lénacie quand on était plus jeune, mais là, on peut le reprendre. Puis les personnages ont notre âge, mais ça aussi, je pense qu'il y a une certaine association entre, bon, c'est une histoire de sirène, là. Donc, de lire ça encore une fois sur le bord de la mer, on dirait que c'était thématique. Mais oui, c'est mes 2 grandes lectures que je lisais quand j'étais jeune dans nos vacances dans le Maine. C'était vraiment ça que je me souviens. Moi, je me rappelle pas parce que nous aussi, nous, c'est dans le Massachusetts. On allait tous les étés faire du camping dans le Massachusetts. Puis je sais que j'apportais des livres, mais je me rappelle pas exactement. Je me rappelle d'une année, mais là, j'étais plus vieille, puis j'avais apporté des Stephen King. OK. Ben, des Stephen King en camping, là. Ouais, hein, c'est vrai, faut être courageux. J'avais peur un peu. Ce que je me rappelle vraiment, parce que je partais avec ma mère et sa sœur, ma tante, puis mon frère et moi. Puis ma mère et ma tante avaient leur tante, puis mon frère et moi, ben, on était assez grands pour avoir notre tante. Puis on se réveillait de bonne heure parce qu'on était des enfants. Fait que je me rappelle que ma mère, elle nous achetait, elle achetait jamais ça, mais elle achetait
des paquets, là. Tu sais, il y a comme 8 sortes de céréales. Oui, T'as des Fruit Loops, t'as ouais. des Corn Pops, t'as des Frosted Flakes. Bon. Ouais. Elle a acheté un paquet comme ça. Puis là, en attendant que ma mère puis ma tante se réveillent, ben on pouvait manger un petit paquet de céréales dans la tente, tu sais, pour se calmer. Puis il y a une année en tout cas où j'avais un cahier de notes. Puis là, j'avais tenu comme un journal de camping. Ah! Fait qu'il y avait l'écriture aussi, parce que j'écrivais Intéressant. ce qu'on faisait en camping. Puis, ça, c'est des années extraordinaires. On partait le matin, là, avant le déjeuner. On allait, c'est à Cape Ann, on allait à ce qu'on appelait la petite plage. Là, à la petite plage, on faisait la cueillette des coquillages. Fait que dans le fond, ma mère puis sa sœur faisaient une grande marche, tu sais. Oui, oui, oui. Puis mon frère puis moi, on ramassait des coquillages. Là, on revenait au camping. Ma mère, elle nous faisait un gros déjeuner. Puis après, on partait à la grande plage, faire la plage. Puis je suis retournée il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, puis ça avait beaucoup évolué. Tu sais, il y avait des grosses constructions, c'était plus les petites plages. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle de la lecture en auto aussi, pour se rendre. Les longues heures à lire en auto. Puis avec ma fille, ben les voyages en auto, il y a eu beaucoup de livres audio. Alors là, on a beaucoup intégré les livres audio, là, entre autres un album qui s'appelle La légende de Barbe d'Or. Oui. Ça, là, tu connais la légende de Barbe d'Or? J'ai un de nom, mais je connais pas l'histoire. La légende de Barbe d'Or, j'ai noté les auteurs parce qu'ils sont trois auteurs à avoir écrit ça. Je les ai notés tout à l'heure, j'aurais voulu vous les dire là, pour pouvoir être bien fidèle à nos auteurs ici. Je les mettrai dans le descriptif là, parce que là, je tourne mes pages de notes puis je retrouve pas... Ah, tu les as trouvées pour moi. Alors, La légende de Barbe d'Or, c'est de Marc-André Berthold, Simon-Pierre Lambert et Héloïse Brodeur. Ça a été publié chez Planète Rebelle. À la base, La légende de Barbe d'Or, c'est une pièce de théâtre, puis ils en ont fait un livre audio avec des chansons intégrées. Et ça a été publié chez Planète Rebelle, mais à un moment donné, il était disponible sur audio de Radio-Canada. Je pense qu'on a écouté ça en auto 100 fois avec les chansons. C'est une histoire de pirates, mais c'est comme tous les pirates sont méchants, puis ils ont toute la barbe noire, puis sauf Barbe d'Or, il naît, puis il a une belle barbe toute pâle, puis il est gentil, lui, il veut le bien, fait qu'il est mis à l'écart, puis il va être rejeté, puis évidemment, ben, c'est le gain du bien contre le mal. Mais on l'a tellement écouté, puis à un moment donné, on a vu que la pièce de théâtre passait genre à Saint-Hilaire. Oh mon Dieu! Puis là, on s'est acheté des billets. Ma fille avait vieilli. Mais c'était comme, c'est pas grave, on va y aller quand même. Non. Puis là, on a vu la pièce de théâtre. Mais il y a des ouvrages comme ça qu'on peut écouter. Puis elle nous disait, mets-moi Barbe d'Or. Puis là, on mettait ça en auto. Puis elle écoutait, puis elle chantait les chansons. Puis à un moment donné, j'ai découvert aussi qu'on pouvait mettre le son juste en arrière, dans l'auto. Oh! Quand ça, j'ai découvert ça à l'époque de Frozen, qu'on pouvait mettre le son juste en arrière, c'était pratique. Donc, les livres peuvent nous accompagner aussi comme ça en voyage. Moi, quand je pense au voyage, d'emblée, souvent, je pense à des auteurs qui ont écrit. Puis l'autrice à laquelle je pense en premier, à chaque fois, c'est Joanie Boutin. J'ai parlé dans un balado plus ancien de son roman Poussière d'été. Oui. On a déjà peut-être, je ne sais pas si on a déjà parlé dans les balados de son roman sur Noël. Comment ça s'appelle? Noël à contretemps. Noël à contretemps. Je pense pas qu'on en a déjà parlé. Ah, Noël à contretemps. Ça, c'est un livre c'est un livre de voyage, mais voyage d'hiver. Oui, voyage d'hiver. Puis, elle a écrit aussi un roman, aussi aux éditions Bayard, qui s'appelle La collision des étoiles. Et ça, ben, son personnage fait le train entre le Québec puis la Colombie-Britannique. Fait que c'est aussi un voyage. Mais c'est des livres d'hiver. Noël à contretemps puis La collision des étoiles, c'est des livres d'hiver. Mais Poussière d'été, c'est un livre d'été. Les 3 livres, à chaque fois que j'ai commencé à les lire, à la page 4, j'étais plus en train de lire, j'étais sur Google en train de me chercher un voyage. C'est incroyable, Joanie Boutin, elle nous donne envie de voyager. Sa façon de décrire, c'est tout le temps des voyages que tu dis, c'est vrai que ça doit être le fun, faire ce voyage-là. Fait qu'elle, c'est sûr qu'elle me donne envie de voyager. Je pense beaucoup à elle. C'est drôle, tu me dis
cet hiver, je suis allée au marché de Noël de Québec. Oui. Puis Noël à contretemps, ça se passe au marché de Noël de Québec. Puis la première chose que tu m'as dit, c'est « Tu dois absolument lire celui-là avant de partir, ça va te mettre dans l'ambiance. » Puis c'est vrai qu'après ça, je me promenais, puis j'étais comme « Ah oui, j'ai lu ça dans le livre. » Puis on dirait on dirait qu'elle écrit en se promenant dans l'endroit. Oui, c'est ça. Tellement c'est immersif. Ah oui, vraiment. Il y a vraiment un côté. Puis, bon, tu m'as dit que tu avais fait tes étés dans le Maine. Moi, j'en ai fait dans le Massachusetts. Quand tu lis Poussière d'été, c'est cette région-là. C'est de retrouver la Nouvelle-Angleterre, le bord de mer. Puis là, tu te dis, ah, j'y retournerai. Ouais. Ah, ça coûte-tu bien cher aller là-bas? Tu sais, c'est comme le premier réflexe. Ouais. Ah, non, je boycotte les États-Unis. Mais j'y Ouais. retournerai. Un jour, je vais y retourner. Les autres auteurs, moi, à qui je pense, là, qui sont vraiment des auteurs de voyage, à mon sens, c'est des auteurs qui voyagent pour écrire ou qui écrivent en voyageant. Je pense tout de suite à Élisabeth Turgeon, Ben oui. qui a écrit plusieurs romans chez plusieurs éditeurs. On peut penser à des livres qu'elle a publiés chez Héritage, là, la collection des aventuriers, qu'elle a publié Les aventuriers des mondes perdus, voilà, que je cherchais. Elle a publié aussi plusieurs séries chez Urtubise, elle en a publié chez Boréal. Oui. Donc, Élisabeth Turgeon, elle voyage, elle s'installe dans une ville et elle écrit en s'inspirant de l'histoire, de la géographie des lieux de cette ville-là. Il y a entre autres la série Louis et Pablo qui se passe au Pérou puis au Mexique, où là, on va découvrir l'Amérique du Sud. Elle a écrit des romans qui se passent au Myanmar. Elle a écrit... Alors, c'est incroyable. Ben oui. Il y a une recherche en arrière de ça. Puis Camille Bouchard aussi a fait ça. Pendant longtemps, Camille Bouchard se promenait en VR, là, puis il habitait du nord au sud et il a écrit beaucoup sur les Amériques, entre autres. Ben toi, tu as été une grande fan de la série Le siècle des malheurs, qui nous fait voyager dans le monde et dans le temps, et dans le en temps fait. aussi, au 20e siècle. Non, vraiment une excellente série. Des tout petits romans très, 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 très courts qui se lisent super rapidement puis qui retracent les histoires, l'histoire, pardon, du 20e siècle. Très immersif aussi. Puis on se promène un peu partout dans le monde, là. C'est vraiment excellent comme série. Puis chaque livre de cette série-là se lit indépendamment. Oui, absolument. Mais il y a toujours un lien de parenté. Oui, c'est vrai. Dans le temps, entre les personnages. Donc là, à un moment donné, puis ça, c'est le fun, tu sais. Oui. Des fois, c'est pas... Le lien, il serait pas là, que l'histoire est autonome quand même, mais comme lecteur, t'es comme « Ah, Oui, j'ai trouvé le lien. » Je le vois, le lien. Ça, c'est vraiment le fun quand on est capable de reconnaître ce lien-là, cet élément-là. Fait que ça serait mes 3 auteurs, moi, de voyage. Mais il y en a d'autres, là, c'est sûr, mais qui me font vraiment penser à me déplacer quand je les lis. Toi, est-ce que tu aurais, disons, des recommandations de livres sur le voyage? Admettons qu'on a des auditeurs là, qui disent « Ouais, OK, mais c'est quoi ton grand coup de cœur de livre que je devrais lire sur le voyage? » Ben, j'ai une série que j'aime beaucoup pour les plus jeunes aux éditions Zélé. Ça s'appelle Les élèves de Madame Chapeau. Et c'est une série, encore une fois, de plein de petits tomes qu'on peut lire dans l'ordre et dans le désordre. On a les mêmes personnages qui reviennent, mais c'est pas nécessaire là, pour la compréhension de le lire dans l'ordre. Et dans le fond, c'est une enseignante d'une classe d'immersion en français qui va, à chaque tome, accueillir un nouvel élève dans sa classe qui vient d'arriver au Québec. Celui que j'ai lu qui s'appelle Oksana, donc la petite Oksana qui vient d'Ukraine, qui a dû laisser son père en Ukraine, qui est dans l'armée, qui arrive ici avec sa mère, qui ne parle pas du tout français, et elle est accueillie dans la classe de Madame Chapeau. Elle s'appelle Madame Chapeau parce que, bon, à chaque jour, elle porte un chapeau différent, puis son prénom est un peu compliqué à prononcer pour les apprenants du français, donc elle leur demande de l'appeler Madame Chapeau, comme ça, c'est plus simple. Et en fait, sa méthode d'enseignement du français, c'est qu'elle enseigne la langue par le voyage. Donc, dans chaque tome, on va découvrir une région du Québec différente. Ça peut être intéressant, encore une fois, si vous avez un voyage au Québec de prévu, d'aller voir le tome de la région dans laquelle vous en allez. Dans Oksana, c'est la Gaspésie. Donc, Madame Chapeau va faire découvrir les paysages, va faire découvrir la culture, la nourriture, la langue aussi, les activités touristiques, le territoire. Elle va leur montrer, par exemple, des photos du Rocher Percé, évidemment, et ils vont comme ça ensemble découvrir, dialoguer, parler, apprendre la langue en découvrant cette région du Québec-là. Elles vont même apporter des morceaux du sable, des coquillages pour recréer une plage dans la classe. Et à la fin du livre, c'est la fin de l'année scolaire et Oksana voudrait donc aller voir
par elle-même le Rocher Percé, la Gaspésie et tout, et elle demande à sa mère si elle pourrait faire un voyage ensemble et aller découvrir cette région du Québec-là. Et la mère d'Oksana, au début, elle n'est pas super à l'aise avec l'idée. Elle se dit, on se débrouille pas très bien encore en français, on n'est pas encore très bien installés, je sais pas si on serait capable de se débrouiller toute seule. Puis finalement, elles vont prendre leur courage à 2 mains, puis elles vont partir en voyage comme ça, aller passer quelques jours en Gaspésie. Puis ça va être une super belle découverte, puis ça va un peu leur donner confiance un peu en elles. Vraiment une superbe série pour les plus jeunes, aussi pour ceux qui commencent la lecture autonome. C'est un livre qui est très facile à lire. On est aussi bien accompagné dans les mots. C'est écrit très gros. Il y a aussi beaucoup d'illustrations qui viennent appuyer la lecture, donc c'est facile pour autant les apprenants du français comme dans le livre, mais aussi les jeunes qui commencent à lire de manière autonome. Ça peut être une super belle recommandation de série. Puis ça va peut-être nous donner envie, comme Oksana, d'aller voir par nous-mêmes tous ces beaux paysages-là. Puis c'est assez accueillant aussi, tu sais, c'est de dire, même si tu parles pas 100% la langue, tu peux voyager, tu peux trouver tes repères, puis effectivement, une belle série à découvrir. Peut-être pour les plus jeunes, comme tu disais, puis pour les plus vieux, il y a une série qui est très connue, qui est très populaire, qui est la série de Juliette, de Roselyne Brasset chez Urtubise, où Juliette, là, va voyager un peu partout dans le monde et cette série-là a été déclinée aussi en bande dessinée. Donc, il y a eu les romans, il y a eu les bandes dessinées. On va la retrouver à New York, dans toutes sortes, à Paris, dans toutes sortes de villes. Et il y a eu une autre série qui a peut-être un peu moins été répandue, je dirais, qui s'appelle Rookie en cavale, qui est écrite par Marie-Ève Blanchard, qui a été publiée chez Boomerang. Marie-Ève Blanchard qui a écrit beaucoup de guides de voyage aussi, donc qui est journaliste voyage. Et dans Rookie en cavale, c'est aussi un peu à la jonction entre le roman et le guide de voyage. Donc, le premier, Rookie se retrouve à aller avec sa... ça fait longtemps que j'ai lu. Je pense qu'elle n'est pas avec sa mère. Il me semble qu'elle part seule pour aller aux îles de la Madeleine. Puis dans le deuxième, elle va aller au Costa Rica. Alors, c'est intéressant aussi de sortir... Oui, vraiment. Sortir du pays. Le Costa Rica, c'est une destination que je regarde beaucoup, là. Je ne sais pas quand on pourra y aller, mais peut-être qu'à un moment donné, on pourra y aller. Puis c'est sûr que je vais probablement proposer à ma fille qu'on le lise ensemble avant de partir. Parce que là, tu apprends... Tu sais, des fois, tu fais ton itinéraire, dans quelle ville on voudrait aller? Dans le roman, elle est allée là, puis il y avait une réserve faunique qui était vraiment belle, tu sais. Ça nous donne l'idée peut-être d'aller à cet endroit-là. Mais il parle des lieux, mais il parle beaucoup aussi de la culture, des légendes, des gens, de la langue, de la population, de la faune, de la flore. Donc, tu sais, ça t'amène vraiment à être immergé dans cet univers-là. Donc, ça peut être des suggestions qui sont intéressantes aussi là, pour découvrir. Puis, pour des lecteurs plus vieux, moi, il y a une série, je dirais, là, c'est la littérature pour adultes, mais ça ne serait pas choquant, mettons, si on voulait la lire en étant un grand adolescent, disons, qui est une série de Benjamin Alix qui a été publiée aux éditions Druide et ça s'appelle Lucy Bird. Alors, il y a 2 tomes qui sont parus jusqu'à maintenant. Puis là, ce matin, je suis allée vérifier, puis il n'y a pas encore de tome 3 qui est annoncé. Moi, j'aime ça quand on a plusieurs tomes. On est en 1861. Alors, on est dans un voyage historique, mais on est aussi dans un voyage dans les lieux. Alors, on se retrouve avec une femme qui s'appelle Lucy Bird, qui est une Anglaise, qui est arrivée à Québec parce qu'elle est au service de l'Empire britannique et elle doit rapporter pour le Kew Garden de Londres, elle doit rapporter des espèces végétales trouvées sur le territoire du Québec et elle va grosso modo agripper un homme dans la foule là, au port de Québec. Tu l'as lu le premier tome? Je suis en train de lire le premier tome. Il me reste comme 50 pages avant de terminer. C'est bon, hein? C'est excellent. Elle agrippe un homme. Moi, ça fait plus d'1 an, 2 ans que je l'ai lu. Fait que si je me trompe, tu m'arrêtes. Elle agrippe un homme qui est grosso modo coureur des bois et elle lui dit, toi, tu vas m'amener dans le nord. Faut que je récolte des espèces rares. Et elle n'a pas froid aux yeux. Oh non. Oh, qu'elle n'a peur de rien. Tu sais, puis elle porte des pantalons. Scandale! Ouais! Ouh là là! Ouh là là! Et donc, ils partent ensemble
Puis, c'est vraiment le voyage qui se fait Mhm. comme en canot, à pied, Ouais, puis avec des c'est pas le grand moyens. luxe, là. Ah non, 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 c'est ça. Puis ils partent ensemble. C'est un homme qu'elle connaît pas vraiment, Étienne. Et elle va rencontrer un peuple Innu. Mhm. Et il y a toute la relation conflictuelle, entre guillemets, ben, entre guillemets, c'est pas juste entre guillemets, là, relation conflictuelle avec le peuple Innu qui a déjà été victime d'un peuple blanc avec des serviettes, des couvertures contaminées, avec Mhm. donc toutes sortes de maladies qui ont été amenées par les Blancs. Sauf que le chef du peuple Innu, sa fille est très malade. Mhm. Et elle sait que sa connaissance des plantes, parce que non seulement elle récolte des plantes, mais elle connaît les plantes médicinales, elle sait que sa connaissance des plantes pourrait peut-être sauver la fille du chef. Sauf que les Inuits ne veulent pas la laisser entrer dans leur Mhm. village. Surtout la mère de la jeune fille malade, elle a extrêmement peur d'elle. Donc, c'est comment elle va réussir par, des fois, en se promenant dans des marécages, là, Ouais. comment elle va réussir à aider cette personne-là. Puis dans le deuxième tome, ben, on est vraiment dans la suite de cette mission-là. Donc, c'est le même été, là, la même période de temps. Alors, on a vraiment 2 livres qui suivent, là, un à la suite de l'autre. Est-ce qu'il y aura une autre troisième tome? Ça se pourrait, parce qu'elle pourrait tout à On fait espère. faire d'autres voyages. Vraiment, moi, j'ai adoré cette série-là. Puis ça nous amène vraiment à découvrir le Grand Nord. Moi, Oui. je l'ai lu, le tome 1, je l'ai lu alors que j'étais en Abitibi, dans un petit village de quelques âmes, donc qui faisait 400 mètres par 2 kilomètres de long, là, un tout petit village entouré de cette nature-là. Puis je me disais, ouais, c'est vrai que partir à marcher ici, Ouais. ça serait quelque chose. Hein? Ouais, Donc, c'est à vrai. l'époque, il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de réseau de voitures et tout ça. Donc, Mhm. ça serait, moi, une de mes recommandations. Comme quoi, des fois, on n'a pas besoin d'aller en voyage vraiment loin. Oui, c'est vrai. Mais ben, c'est Près loin, mais d'ici. c'est pas loin comme l'Australie, mettons, pour découvrir puis pour être dépaysé finalement. Alors, puis pour les plus jeunes aussi, ben, il y a plein de livres qui pourraient nous accompagner en voyage. Moi, je pense que c'est un album que t'aimes beaucoup aussi chez Little Urban de Camille Garoche, Le Ah oui. Concours de cabane. Oui. Alors ça, c'est un album qui est Oui. un grand album, qui est Grand album. magnifique. Puis on a une grue qui part, qui fait partie d'un jury pour analyser les plus belles cabanes dans le monde, des cabanes dans les arbres. Ouais. Et donc, on va partir avec elle à la découverte de différents types de cabanes, dont l'architecture va être inspirée des architectures typiques des différents peuples qu'on va rencontrer et qui sont dans des arbres qu'on va découvrir, donc soit le baobab ou donc le séquoia ou des arbres qui sont emblématiques de certaines régions du monde. Alors, ça nous amène à découvrir le monde par le biais de ces arbres-là, puis des cabanes. Et là, on a toujours une page où on nous présente l'arbre, puis la double page suivante, là, on est dans la cabane. Ah oui. Puis là, il y en a des détails. Ah oui! C'est le genre de livre qu'on pourra observer, puis on pourrait le relire, puis voir à chaque lecture des détails différents, trouver des fois, là, c'est des tout petites choses qu'on peut observer. On dirait que c'est le genre de livre que j'aurais envie d'isoler une section, puis là, de juste regarder qu'est-ce qui se passe dans cette section-là. C'est vraiment un magnifique ouvrage. Un genre de livre qu'on laisse traîner, qu'on feuillette, qu'on observe, qu'on prend le temps de regarder. Puis c'est bon pour les enfants, puis c'est bon pour les ados, puis c'est Ben bon pour les oui, adultes. ben C'est des oui. beaux livres, là. C'est des livres Mhm. impressionnants. Puis comme tu dis, on pourrait le laisser traîner. Puis avec un groupe, on pourrait l'utiliser, disons, un camp de jour. On pourrait Ouais, l'utiliser une page par semaine ou c'est une vrai. page par jour. Puis même, tu sais, si on a, je sais pas, parce qu'il y a des cabanes dans les arbres aquatiques, il y a des cabanes, il y a un peu de tout. On pourrait utiliser la page pour faire sa thématique de la semaine, là. Ouais, Tu sais, ça pourrait être absolument. vraiment comme un espèce de fil conducteur pendant l'été pour découvrir les Mhm. différents lieux. C'est vraiment, vraiment un beau livre. Puis un autre livre auquel j'ai pensé, parmi tous ceux qu'on pourrait nommer en matière de voyage, ben, c'est un album publié aux éditions Fonfon, À qui la frite? Ah, qui la frite, je l'adore celui-là. Oui, de Chloé Varin Ouais. et France Cormier, où là, ben, c'est un goéland Et une mouette, il et me une semble. mouette. Ouais. Ouais. Donc, Mariette la mouette et Gontran le goéland. Et là, Gontran le goéland habite à la ville, lui, dans un casse-croûte, Ouais. un stationnement de casse-croûte. Ouais, c'est le chef de la bande. Chef de la bande. Et Mariette la mouette habite à mer, sur le bord de l'eau. Mhm. Et ils sont chacun tannés de leur vie.
Donc, ils vont aller visiter leurs cousins et cousines de l'autre côté. Donc, lui, il va visiter Mariette. Mais en même temps, Mariette s'en vient visiter Gontran. Fait qu'ils échangent de lieu de vie pendant un certain temps. Le temps de se requinquer, finalement. Hein? Ouais. Ça amène beaucoup à penser que l'herbe est plus verte chez le voisin. C'est vrai, T'sais, c'est vrai. Puis on a besoin de ça l'été. Mm-hmm. J'en parlais avec France, on parlait des vacances. Puis moi, j'aime ça louer un chalet. J'aime ça aller dans les chalets. Puis elle me disait, ouais, mais on est bien chez nous. Ah, on a la cour, on a une piscine, on est chanceuse en plus, on habite près d'un grand parc, alors on voit le parc. Je dis, oui, mais au chalet, il n'y a pas les tâches. C'est vrai. Tu sais, à la maison, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un ramassage, un ménage, une amélioration qu'on peut faire. Ben, on a parlé dans un balado précédent aussi que moi, j'avais de la misère à m'arrêter. Oui. C'est peut-être pour ça, en fait. C'est que quand je me dépayse, j'ai l'impression d'arrêter. Puis de tous les voyages que je peux imaginer pour l'été, ben, il y en a beaucoup qui m'intéressent. Mais le camping, moi, je trouve que c'est le voyage qui te permet de déconnecter instantanément. T'as pas le choix. C'est vrai. T'as pas l'air passionné. Hey, je suis pas du tout camping, moi, je vais t'avouer, là. Je suis peut-être un petit peu une poule de luxe. Mais je comprends la poule de luxe parce que j'ai quand même ce côté-là en moi aussi. Mais je trouve que le camping, c'est que t'es tout le temps dehors. Puis t'es tout le temps comme déconnecté. T'as pas le choix, en fait. Vu que t'as toujours un petit quelque chose à préparer, t'es tout le temps déconnecté. Mais c'est peut-être mon côté hyperactif qui me demande d'être tout le temps active. Puis là, à un moment donné, là, t'as le temps de lire au bord du feu de camp. Tu t'installes avec un livre. Des fois, ça dure juste 20 minutes. Mais t'as lu au bord du feu de camp. Puis là, tu reviens, t'ouvres ton livre, puis il sent le feu. Ça, j'avoue. C'est comme quand je disais dans l'autre balado avec mon sable entre les pages du livre. Là. Ça, c'est des beaux souvenirs aussi. Oui, tout à fait. On rapporte des petits bouts avec nous. Les livres peuvent aussi nous permettre de faire des voyages différents, des voyages qui ne sont pas nécessairement des voyages d'agrément. Parce que là, on a parlé beaucoup du plaisir, de la joie, de voyager dans la joie, mais il y a des livres qui nous amènent à faire des voyages surprenants, des voyages différents. Toi, tu as lu une série qui s'appelle Elliot Black. Oui, aux éditions Les Malins. Excellente série, d'ailleurs, que je recommande fortement. En fait, Elliot Black, c'est un jeune adolescent dont le père était journaliste en zone de guerre. Et il est décédé, en fait, en zone de guerre, là, sur son lieu de travail. Et depuis ce temps-là, pour Elliot, en fait, Elliot Black, c'est son pseudonyme, là, si je peux dire, là, qui se donne, parce qu'il va décider de reprendre les traces de son père et de lui aussi devenir photographe. Sa mère, en fait, elle est médecin pour une organisation qui va aider dans des endroits où est-ce que il n'y a pas vraiment d'installation médicale, où est-ce qu'on a besoin d'expertise. Donc, elle est appelée, dans le premier tome, à se rendre en Ukraine et son fils va la suivre. Et c'est là que le nom de Elliot Black va venir parce qu'il se met à publier sur les réseaux sociaux des photos de la guerre, des zones détruites, des gens aussi du visage de la guerre, littéralement. Et pour pas vraiment se retrouver dans le trouble, il décide de publier ses photos sur les réseaux sociaux sous un pseudonyme. Mais il va vraiment se retrouver du jour au lendemain où est-ce qu'il habitait dans un quartier de Montréal assez confortablement. Et là, il se retrouve en plein milieu d'une zone de guerre où un dimanche après-midi, il y a les sirènes qui se mettent à sonner, puis il faut aller se réfugier parce qu'il y a un bombardement imminent. Donc, vraiment un grand choc, un choc de la manière de vivre aussi, mais surtout qu'il se dit, ces gens-là, c'est leur quotidien. Puis il y a une espèce de clash aussi parce que lui, il est suivi par comme un garde du corps constamment. Il est protégé. Sa mère aussi, ils ont comme une espèce de privilège dans cette guerre-là qui le rend assez mal à l'aise. Dans le deuxième tome, cette fois-ci, on va se retrouver au Congo. Donc, un peu la même prémisse, là, où la mère va être amenée à se rendre sur les lieux, son fils va le suivre. Puis cette fois-ci, on va parler du travail des enfants et des adolescents dans les mines au Congo. Puis notre personnage est assez militant aussi. Donc, il va prendre position, va faire des actions aussi qui, des fois, sont un peu cow-boy, ou est-ce qu'il va se mettre un petit peu dans des situations dangereuses. Mais c'est à la fois c'est un voyage en quelque sorte, un voyage peut-être forcé, un voyage dans des endroits où moi, demain matin, je décide que je me planifie un voyage. L'Ukraine, ce ne sera pas mon choix premier parce que c'est pas un endroit qui est sécuritaire où aller. Mais là, ici, il est obligé de se rendre là, puis il est obligé de trouver des moyens là,
j'allais dire de survivre, peut-être pas de survivre, mais de vivre ça de la manière la plus sécuritaire possible, puis d'en retirer aussi quelque chose. Donc, des voyages peut-être inaccessibles, qu'on peut pas vraiment faire, nous, mais avec cette lecture-là. Et l'auteur Martin Tremblay, lui aussi, là, est photographe, là, s'est rendu véritablement sur ces lieux-là. Donc, dans les descriptions de lieux, dans la manière dont les péripéties se déroulent, il y a beaucoup de réalisme. C'est très immersif aussi, donc on peut vraiment s'y sentir comme si on y était, ce qui est assez spécial là, dans le cas des destinations qui sont choisies par l'auteur. Ça paraît quand les auteurs sont allés, Ouais. connaissent le lieu, tu sais, ça va au-delà de la recherche Google, là. Tu sais, Ouais. ça va vraiment comme même la compréhension du peuple, les façons de vivre, ça paraît vraiment... Ouais. Puis tu m'avais nommé une autre série, Oui. qui nous amenait à vivre des voyages différents. Là, je pense Oui. qu'on est différents. Oh oui, différentes. Série de bande dessinée? Oui, de Juliette Miron, Maple, dont le premier tome s'appelle Au royaume des chiens pignons. Je sais pas, en fait, s'il y a un deuxième tome qui est paru. Je vais te dire ça, c'est le livre 1 de la série Maple. Il y en a un deuxième. Ça s'appelle Les épreuves de l'aurore. C'est une série, cette fois-ci, on va être dans un voyage, on disait des voyages inaccessibles, c'est carrément un voyage impossible, j'ai envie de dire. On va s'en aller au royaume des chiens pignons, qui est un endroit imaginaire, en fait, où les animaux sont des hybrides. Donc, on a les chiens pignons qui sont mi-chiens, mi-champignons. On a aussi mes préférés, c'est les belugas-avions. Donc, ce sont des belugas-avions. Oui! C'est très, très drôle. On a les capijamas. Donc, en pyjama. Vraiment un univers fantastique, super intéressant à découvrir. Puis dans le fond, Maple, c'est une adolescente de 13 ans, totalement normale, une humaine, qui est en voyage avec sa famille aux îles de la Madeleine. Et elle aime ça se poser sur le bord de l'eau puis dessiner le paysage. Et là, un jour, elle est en train de dessiner, puis elle trouve une roche assez spéciale sur le bord de l'eau. Et quand elle va prendre cette roche-là, elle va être transportée dans ce royaume-là. Et non seulement elle va être transportée dans ce monde imaginaire-là, mais elle va être transformée en chien pignon. Donc, elle devient un mi-chien, mi-champignon. Puis là, c'est de découvrir, en fait, le premier tome, on installe un peu cet univers-là. Donc, on va découvrir ce royaume-là, on va découvrir les différents animaux hybrides qui le peuplent, on va découvrir aussi, qui sont les méchants, évidemment. Maple va va devenir amie, entre autres, avec le capijama, qui va l'amener jusqu'à un sorcier qui est un peu le sorcier chef, entre guillemets, là, des champignons. Puis on va se rendre compte, en fait, qu'il y a un champignon qui est porté disparu. Puis là, il y aurait peut-être un certain lien avec Maple. On a de la misère à s'expliquer aussi du côté des champignons comment est-ce qu'une humaine s'est retrouvée ici. Où est-ce qu'elle est, mi-humaine, mi-champignon. Essayer de comprendre comment elle s'est retrouvée là. Et aussi, quel est le lien qui la lie avec ce champignon disparu-là. Et là, j'imagine, avec la couverture du deuxième tome, qu'elle va peut-être aller à sa recherche, peut-être même le retrouver, parce qu'on le voit là, sur la page couverture. Mais vraiment super intéressant comme monde fantastique. J'adore l'originalité de la proposition. Les super belles illustrations, c'est très coloré. On a une carte aussi dans les pages de garde. Ça, je trouve que c'est intéressant quand on est dans un monde fantastique comme ça, de pouvoir le voir puis s'y référer en cours de lecture. Ça donne aussi un aspect de partir à l'aventure. On a la carte, donc on peut se situer au cours de lecture. Vraiment, j'ai adoré cette lecture-là. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ma fille, quand elle joue à des jeux, souvent avec ses amis, parce qu'elle, ce qu'elle aime, c'est les jeux de rôle. OK. Il y en a qui aiment, je sais pas, là, tu sais, jouer à faire des bracelets, là. Elle aime ça, mais elle, avec ses amis, c'est les jeux de rôle. Puis souvent, pour faire des jeux de rôle, elle s'inspire soit de livres qu'elle a lus ou de séries télé qu'elle a regardées, parce qu'elle aime beaucoup les séries d'horreur, d'action, tout ça. Mais, entre autres, parce que je trouve que ça pourrait l'inspirer, parce que l'hybridité entre les personnages, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Elle avait lu, aux éditions Michel Quintin également, une série de romans qui s'appelle Rôdeurs mortels, de Mel Gosselin.
Puis j'en ai jamais parlé dans le balado parce que j'espère qu'un jour, elle vienne nous en parler. Je travaille là-dessus, là. Peut-être cet été, là, j'ai montré les beaux micros qu'on a avec les petites momottes pour qu'elle puisse avoir le goût de venir nous en parler. J'aimerais ça qu'elle en parle elle-même, qu'elle nous explique pourquoi elle a tant aimé cette série-là. Mais avec Rôdeurs mortels, on est à Montréal. Moi, j'habite à Montréal. On est à Montréal. Ça se passe au Stade olympique. C'est à côté de chez nous. Ça se passe dans cette région-là. Mais on est dans un autre monde parce qu'on est dans un monde où il y a des humains et des anthropodiens. Okay. Puis les anthropodiens sont moitié humains, moitié insectes. Et ils jouent avec sa gang d'amis à être des anthropodiens. Alors, je l'imagine jouer à être un chien pignon ou à être un capijama. Tu sais, c'est sûr que c'est des jeux de mots qui peuvent l'intéresser, qui peuvent... Fait que des fois aussi, les livres qu'on va leur proposer, tout ça pour dire ça, les livres qu'on va leur proposer, on peut leur proposer de s'en inspirer et de jouer à ça après quand ils aiment les jeux de rôle, parce que des fois, ils pensent pas nécessairement. Puis ça m'est arrivé, je me rappelle pas c'était quoi, mais récemment, j'y ai parlé d'une série de livres, puis elle m'a dit « Ah, ça m'intéresse parce que peut-être ça pourrait me donner des idées pour mes jeux. » Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, fait que l'idée d'utiliser le livre pour jouer lui donne envie de lire. Mm-hmm. Toutes les raisons sont bonnes. Ben, c'est parfait, ça, c'est parfait. Fait que, tu sais, ça, je vais lui proposer la série. Vraiment. Elle l'a pas encore lu, je vais lui proposer de la lire pour peut-être se donner des nouvelles idées d'hybrides, personnages hybrides. Puis on a un bestiaire à la fin. OK. Donc, qui nous présente là, plusieurs là, animaux hybrides qui peuplent le royaume des chiens pignons, donc avec leurs caractéristiques. On peut aller fouiller là-dedans pour les découvrir. C'est une excellente idée. Les bestiaires aussi, là. Puis même, ils peuvent se créer leur propre bestiaire. Mm-hmm. Puis il y a plein de choses à faire avec ça. Ouais. Puis en classe, là, j'imagine aussi toutes les créatures hybrides qu'on pourrait créer en classe avec le descriptif, etc. Ouais. Là, si on voulait le faire pédagogique, il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là aussi. On peut même aller du côté des plantes aussi, faire des hybrides avec les plantes, pas juste les animaux, ça peut être intéressant aussi. Quelles caractéristiques de plantes je voudrais avoir? Peut-être de l'ortie. Ah! Tu sais, là, une plante qui pique. Ouais. Puis là, comme un petit peu de protéger. Bon, je me sens peut-être pas très sociable ou sociable aujourd'hui, mais... C'est une manière de se créer son propre super-héros, mais avec... c'est intéressant. Ah, c'est très le fun, très intéressant. Moi, j'avais, dans les voyages complètement différents, j'avais le roman dont je voulais parler de Charles-Antoine Ferland qui s'appelle Max Dexila, qui est publié aux éditions David. C'est un roman qui se passe sur une autre planète, la planète Dexila. Et on est dans un futur lointain, mais sans date précisée. Okay. Et on va découvrir un peuple, les Exiliens, qui, après ma barre, on ne se rend pas compte que ce n'est pas des humains, mais à un moment donné, ils nous sont décrits, puis c'est des gens qui mesurent à peu près 1 mètre, qui ont une peau blanche, presque translucide, avec des points bleus, et qui ont des attributs qui ressemblent aux poissons, donc ils vont avoir des branchies, et donc d'autres attributs comme ça. Puis, les Exiliens connaissent leur existence, mais ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne connaissent pas leur origine. Et les Exiliens ne se reproduisent pas. On trouve des œufs d'Exiliens sur le bord du lac de la Création et ces œufs-là sont ramassés par des trouveurs d'enfants qui vont couver les œufs et ça donne un Exilien qui va ensuite être adopté par un parrain. Et Max, qui est notre personnage principal, a atteint l'adolescence et à l'adolescence, tu as comme une éducation obligatoire. Il faut que tu partes pendant 2 ans pour te faire former dans un lieu. Ça ressemble un peu comme à l'armée obligatoire dans certains pays. Et donc, il se retrouve à aller là. Il n'a pas du tout le goût d'y aller. Il se retrouve à aller là, puis il se rend compte qu'en fait, ils se font comme laver le cerveau pour savoir, par rapport à leur origine, en fait. Donc, il y a des choses qui leur sont cachées. Puis en parallèle, il y a son parrain qui fait des recherches et on va découvrir au fil du roman qu'il y a un lien entre Exila et la planète Terre. Ah, et donc, tout ce qui est... Oui, parce que tout ce qui est la science-fiction des personnages d'Exila, c'est notre réel à nous. C'est vrai. Alors que pour nous, la science-fiction, c'est Exila. Alors, ça, j'aime ça aussi. Je trouve que ça nous place dans une situation où on se rend compte qu'on est l'étrange de quelqu'un. Oui. Et ça, où on est le rêve ou le paradis perdu d'une société. Alors ça, moi, ça m'amène à voyager beaucoup parce que là, tu te projettes. Puis, ce qui est intéressant d'Exila aussi, c'est qu'eux, sur leur planète, il n'y a pas un réchauffement climatique, il y a un refroidissement climatique. Alors, il fait toujours moins 30. Il fait toujours froid. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Il y a des arbres qui ont tombé en hibernation, ne sont jamais repoussés. Alors, tu sais, on est dans un univers de glace, de froid, très austère.
Ça pourrait être une bonne suggestion aussi pour voyager Oui. différemment. Pour conclure notre atelier, notre balado, moi je suis partie comme dans un atelier, j'avais nommé quelques stratégies pour encourager les jeunes à lire en voyage. Mhm. Il y en a qu'on a nommé jusqu'à maintenant. On a parlé des livres audio. Oui. J'ai parlé des livres audio de la plateforme audio de Radio-Canada, mais il y en a aussi qui sont vendus sur leslibraires.ca. Il y a plein de maisons d'édition maintenant qui offrent des versions audio de leurs livres. Il y a des maisons d'édition qui font encore des livres avec CD ou avec code QR pour avoir accès aux livres audio. Et sur Audio de Radio-Canada, il y a aussi des balados. Oui. Donc, il y a les livres puis il y a les balados. Ça, c'est le fun à écouter en voiture aussi. Avec qu'on la sort collection un peu, noire aussi. Oui. Il y en a un qui est super intéressant. Oui, tu as raison, la collection noire, c'est comme des adaptations, en fait. C'est pas ligne pour ligne le livre, mais c'est une version adaptée à Anacarta, si on fait ça aussi. Ah oui? Oui. Ah, ça doit être intéressant. Ouhou! Si vous voulez avoir des petits frissons! Ouais! Peut-être pas pour moi, mais... Donc ça peut valoir la peine d'aller voir de ce côté-là. Aussi, il faut savoir que sur les sites web, le prêt numérique pour les bibliothèques du Québec, on peut emprunter des livres numériques et des livres audio. Alors, c'est possible aussi d'aller chercher des livres de cette façon-là. Parfait. C'est une bonne solution pour... on parlait de lire en voiture. Ceux qui ont mal au cœur en voiture, ben voilà la solution. Absolument. On peut écouter notre livre. Absolument. Nous, quand on part en voyage aussi, on a toujours une valise qui est des livres ou des livres et des jeux. Alors, demandez aux enfants d'apporter des livres pour les voyages, de choisir les lectures qu'ils voudraient faire en voyage, d'estimer combien de livres tu penses que tu vas avoir besoin. De combien de livres tu penses avoir besoin? Je suis pas bonne là-dedans. Je m'amène toujours beaucoup trop de livres. Oui, mais il y a quoi de pire pendant que tu es en vacances que de te sentir obligé de lire quelque chose? Ouais. Mettons qu'il y a un livre, là, ça ne te tente pas. Tu n'es pas dans le mood de ce livre-là. Tu n'as rien d'autre. Ça prend plein d'options. Ça prend de la diversité. C'est là que je suis en train de me dire que ça me prendrait une liseuse dans ce cas-là. Oui, ça c'est pratique. Pour pouvoir apporter toute ma bibliothèque au complet juste dans un petit. Mais encore une fois, la liseuse, je sais pas si il faudrait que je m'habitue, mais c'est pas pour moi. Oui, je comprends. Ça me prend le papier, il faut que je touche le livre. Moi aussi, j'ai vraiment une préférence pour la lecture en papier. Puis, il y a aussi, en voyage, j'ai déjà fait ça, les librairies, tu sais, les petites librairies, libre-service, là, tu mets un livre, tu prends un livre. Ah là, oui, les boîtes à livres. Les boîtes à livres. Oui. Ça, très pratique aussi pour aller chercher quelque chose. Des fois, on tombe sur des affaires qu'on n'aurait peut-être pas choisies, mais que tout à coup, ça devient une découverte. J'en ai même vu dans les aéroports. Ah oui? Oui, que tu peux prendre un livre dans ton aéroport. Je sais pas s'il y en a à Montréal, ça serait à vérifier, là, mais que tu prends un livre dans l'aéroport d'où tu pars, tu l'amènes, tu le lis pendant ton voyage, puis tu le ramènes quand tu reviens chez toi, tu le redéposes à l'aéroport. Puis, ben oui, en venant. C'est super intéressant comme concept. Très intéressant, mais c'est le partage aussi de ces livres-là. Il y a des librairies de livres usagés, des librairies de livres neufs aussi un peu partout. Donc, on peut aller s'acheter des livres. Puis, moi, je trouve que quand on est en voyage à quelque part, tu l'as mentionné tantôt, mais qui sont les auteurs de la région? Est-ce qu'il y a un livre que je peux acheter sur cette région-là d'un auteur qui a écrit ici? Puis, des fois, même, quand on va dans des musées, ils ont des sélections sur les thématiques du musée, tu sais, un musée sur les sciences, un musée sur l'histoire, mais là, tu vas avoir des livres sur l'histoire de la région, un musée minéralogique, tu vas avoir des livres. Donc, dépendamment des passions des enfants aussi, mais on peut choisir. Ça peut être un des souvenirs qu'on rapporte. C'est pas obligé d'être du plastique, là, les souvenirs qu'on rapporte. Hein, ça peut être, moi, à part des chandails, ça peut être un chandail, moi j'aime ça, et un livre. Aussi, ben, je trouve que lire dans des contextes un peu farfelus, c'est amusant. Lire devant le feu de camp, lire à la frontale dans une tente, on parlait de camping tantôt, lire, disons, à la plage. Tu sais, je vais te lire un album à la plage. Hein? Pourquoi? Ben, parce qu'il fait chaud, puis on est sous le parasol, puis on est bien. Je vais te lire en auto. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de lire des histoires dans des contextes où la lecture n'est pas la première chose à laquelle on pense. On pourrait même lire, je viens d'avoir ce flash-là, dans une file d'attente pour un manège. Oui! T'imagines? Ça serait quand même drôle. T'imagines, t'es dans la file d'attente, tu vois la famille en avant de toi, tout le monde a leur roman, ils sont en train de lire leur livre en attendant. Mais c'est vrai, des fois, quand on va justement dans un parc d'attractions, puis là, on a un manège où il y a plusieurs minutes d'attente, pourquoi pas? Faudrait apporter l'album « Prends un numéro ».
Ou, aux éditions c'est bon, Fonfon ça, de Tania Baladi Oui. et Audrey Malo. Prends un numéro, là, t'es dans ta file Pour apprendre d'attente, à attends ton patienter. tour. Ça serait un bon choix. Toutes sortes de suggestions comme ça pour lire, pour continuer à lire pendant nos voyages, pendant nos déplacements. Il y a plein de créateurs aussi qu'on pourrait découvrir qui sont des voyageurs. Si jamais vous avez des suggestions de livres sur le voyage, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires du balado, dépendamment de la plateforme où vous l'écoutez. Il y a souvent une section de commentaires. Vous pouvez écrire là, puis les gens vont aller les lire, c'est certain. En conclusion, Rose, est-ce que tu as des voyages prévus cet été, toi? Oui, j'ai un Qu'est-ce qui t'attend? voyage très spécial de planifier avec ma mère. On s'en va à Paris pour célébrer la fin de ma maîtrise. Bravo! Merci! Donc, on a déjà voyagé à Paris, mais c'est un voyage qui était très spécial pour nous, puis on avait envie d'y retourner. Donc, on se fait un voyage mère-fille, on va aller en profiter. Un voyage assez court, mais on veut justement là, juste aller relaxer là-bas. On a pris un hôtel dans notre quartier préféré, juste se promener dans les rues, s'imprégner de l'atmosphère. J'ai vraiment... Puis lire dans les parcs aussi, évidemment. J'ai vraiment très, très hâte. Tu pars bientôt? Oui, bientôt! Bientôt! Ah oui! Je te souhaite que ce soit un super voyage. Merci. Nous, ça va être du camping. Du camping à Charlevoix avec les enfants. On va faire des randonnées aussi. Donc, peut-être des petits projets aussi en randonnée. Moi, j'aime bien les chercher trouve grandeur nature. Là. Ah, c'est bon. Donc, on prend des livres, on regarde des éléments qu'on pourrait trouver dans ce genre de forêt-là. Donc, dans cette forêt, il y a des champignons, il y a ça. On se fait une liste avant de partir. Et là, on coche en randonnée ce qu'on a vu. C'est le fun, ça? Oui, ça amène aussi les enfants, des fois, à être plus attentifs. Oui. Donc, tu sais, ils regardent des fois à terre, là, ou ils se parlent entre eux. C'est sûr, on va être avec d'autres amis, fait que les enfants vont s'amuser entre eux, mais d'avoir des fois une petite liste à cocher pour les moments qui sont plus fatigués, là, on sort la liste. On sort la liste ou on sort des suçons ou des bonbons, puis ça les aide à continuer. Alors, puis j'ai un petit voyage mère-fille, moi aussi, de prévu, mais c'est mère, fille, fille. Ah, bon. Donc, ma fille, ma mère et moi, on devrait aller un petit 2-3 jours à Ottawa, faire visite de musée, etc. Puis pour cette occasion-là, moi, je suis directrice dans une maison d'édition, aux éditions David en Ontario, et on a une collection qui s'appelle la collection Pigeons Voyageurs. Je suis directrice de cette collection-là spécifiquement. Et on a toutes sortes de livres qui se passent, des livres pour le voyage, qui se passent dans des villes du Canada où il y a des communautés qui parlent français. Il y a plusieurs des livres qu'on a publiés qui se passent, entre autres, à Ottawa. On peut penser à une Twiga à Ottawa, où les enfants sont coincés avec une Twiga dans Ottawa, puis on découvre qu'une Twiga, c'est... Une girafe! Une girafe! Une énorme girafe! C'est un petit roman d'enquête. Puis il y en a, je pense aussi à... Qui a volé Winston Churchill, qui se passe au Château Laurier, de Katia Cantiani, où on raconte, c'est une histoire vraie, le vol du portrait de Winston Churchill qui était exposé dans un des salons. Donc, c'est sûr que ça me donne vraiment envie d'aller visiter le Château Laurier, puis d'aller voir, là, elle a été retrouvée, la photographie, je ne sais pas si j'ai dit une peinture, mais la photographie, elle a été retrouvée. Alors, j'ai envie d'aller voir si elle est affichée, puis à quoi ça ressemble. On a aussi un autre roman de Daniel Marchildon, qui se passe davantage à La Fontaine, en Ontario, qui s'appelle Pigeons de fortune. Et c'est des pigeons voyageurs donc, on a une narration qui vient de 2 humains, mais aussi une narration qui vient de 2 pigeons qui nous racontent leur vol, puis il y en a un qui part d'Ottawa. Donc, c'est sûr que moi, en préparation d'un voyage comme celui-là, c'est des livres dont je vais parler à Clémence, ma fille, pour qu'elle ait envie de les découvrir. Peut-être qu'on va les lire ensemble un peu. Je ne sais pas encore si je vais lui en parler ou si je vais juste les laisser traîner. Parce que des fois, quand je laisse traîner un livre sans lui en parler, ça lui donne plus envie de le lire que si je lui dis « tu devrais lire ça ». Fait que voilà, alors c'est ce qui nous attend pour cet été. J'espère que les gens qui nous écoutent auront des petits voyages littéraires ou physiques de prévus. J'espère surtout que nos suggestions, notre discussion a donné envie de se promener, de voyager à ceux et celles qui nous écoutent. Puis je vais te souhaiter un bon été. Merci à toi aussi, Anne-Marie. Des bons voyages. Oui. Puis on se retrouve pour notre prochain balado. Oui, merci. À la prochaine. Merci à toi. À bientôt.